Bonjour, bienvenue sur Mon Quotidien TV. Maintenant, c'est un rendez-vous que vous avez l'habitude, les vendredis. On reçoit des personnalités qui ont des choses à dire. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une personne qui est d'actualité, c'est le cas de le dire, hein, Hervé de Monesse, qui va nous parler de reprise d'entreprise. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour. Comment ça va bien? Le mieux du monde. Ah, en ce moment, il y a de quoi faire. Oui, certainement. Effectivement, le contexte est très particulier, Oui. mais c'est le moment ou jamais de saisir des opportunités. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, le cabinet, la compagnie financière du Buis, Oui. vous êtes spécialisé dans la reprise d'entreprise. Alors, au départ, nous sommes spécialisés dans l'évaluation d'entreprise. D'accord. Autrement dit, déterminer la valeur d'une entreprise. OK. Pour des sociétés qui sont cotées en bourse, c'est facile. On a le cours de bourse et Oui. donc la valeur de l'entreprise tous les jours. Pour des sociétés qui ne sont pas cotées, c'est un peu compliqué. Donc, il faut faire les calculs permettant de déterminer la valeur. D'accord. Pas le prix forcément, la valeur. La valeur. Voilà. Et à partir de cette expertise, nous conseillons les chefs d'entreprise dans leur stratégie de croissance externe, autrement dit, cibler des entreprises qui pourraient permettre des synergies ou des complémentarités d'activité, ou à contrario, des chefs d'entreprise qui souhaitent vendre leur société, et donc nous trouvons le bon acquéreur, voilà, celui qui va faire prospérer l'entreprise et qui va proposer le meilleur prix. Alors on sait que bien sûr avec cette histoire de Covid, malheureusement beaucoup d'entreprises vont mettre la clé sous la porte. Il y en a qui vont être un peu plus réactifs, qui vont demander donc à se faire racheter par des groupes, par d'autres sociétés, pourquoi pas. Est-ce qu'on a senti une augmentation du nombre d'entreprises à vendre ou ça stagne? Alors d'abord, il faut que vous sachiez que la compagnie financière du Buis fait partie d'un réseau qui s'appelle Francession. D'accord. Et donc nous ne sommes pas seuls, et dans ce réseau, il y a une vingtaine de cabinets comme le mien, ce qui permet un maillage national assez dense. Et voilà, je dis ça parce que en fait, je ne suis pas seul et nous avons observé effectivement une reprise d'activité. Alors, ça ne veut pas dire que, d'une manière générale, il va y avoir beaucoup d'entreprises à vendre ou à acheter, mais c'est vrai que le marché est plutôt orienté à la hausse et avec des prix qui ne sont pas forcément très dégradés. D'accord. Un secteur particulier qui nous sommes tout secteur. D'accord. Mais y a-t-il un secteur aujourd'hui qui réussit mieux que les autres au niveau des reventes? Où les prix sont les plus élevés, oui. L'informatique, oui. C'est l'informatique certains éditeurs de logiciels trouvent des repreneurs à des prix qui sont tout à fait intéressants. Tout ce qui est start-up, vous les faites également? D'abord, la start-up, elle n'est pas appelée à être vendue à court terme, puisqu'elle se développe. Donc là, c'est autre chose. Là, on peut les aider à lever des fonds pour financer la croissance. Mais l'acquisition d'autres entreprises ou la vente de la société n'est pas d'actualité. Parce que c'est vrai que des fois, on entend des chiffres, on se dit, mais comment une toute petite PME qui existe depuis 1 an ou 2 peut valoir autant de millions d'euros en si peu de temps, quoi. Oui, parce qu'en fait, la valeur d'un actif, pardonnez-moi cette façon d'expliquer les choses, repose sur les cash flows, autrement dit, le surplus monétaire qu'elle va générer. D'accord ? Donc, si un actif est prometteur, si vous êtes sur un marché en croissance, s'il y a des barrières à l'entrée, si vous êtes sur un marché de grande ampleur, eh bien forcément, votre société va valoir très cher. D'accord. Une chose qui me surprend également, des fois, quand j'écoute les actualités, c'est qu'une petite entreprise rachète une plus grosse entreprise par rapport à sa taille. Je me dis, mais comment peuvent-ils financer des gros achats comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des fois un petit peu trop de hasard, ou est-ce qu'ils sont vraiment, tous les risques sont vraiment calculés? Alors oui, ils sont calculés, bien sûr, évidemment. Mais en fait, la taille n'est qu'un des éléments de la valorisation. D'accord. En fait, le principal élément qui permet la valorisation de l'entreprise, c'est la marge. Et lorsque cette marge est récurrente ou pas. Donc, plutôt que la taille, encore une fois, c'est le résultat. D'accord. Les achats aujourd'hui se font intra-France, ou on commence à avoir des acheteurs étrangers qui commencent à pointer le bout du nez? Non, mais depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps. Oui, nous cherchons systématiquement pour nos clients des contreparties à l'étranger. Enfin, à l'étranger, en Europe en tout cas. D'accord. Aujourd'hui, j'ai vu par exemple un collègue qui a une petite PME qui a été approché déjà par 2 fois par des boîtes du Luxembourg. Oui. On était un petit peu étonnés. On se dit, mais est-ce qu'il y a des pays d'Europe qui vont si bien que ça pour racheter nos petits fleurons? Mais c'est comme des fleurons français, quoi. Oui, en fait, c'est pas tellement des pays. En fait, chaque situation est particulière. Dans tous les pays du monde, il y a des entreprises qui vont bien, d'autres
d'autres qui vont mal. Enfin, donc là, je ne pense pas qu'on puisse faire cette analyse-là de situation d'un pays en particulier. Je crois qu'en fait, tous les pays européens ou même tous les pays occidentaux sont logés à la même enseigne et vivent de la même façon la crise que nous traversons. D'accord. On a vu également aussi une prise de pouvoir de plus en plus importante des sociétés, des grosses sociétés financières chinoises en Europe. Ça arrive également aussi sur la France. C'est clair, oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'il y a des entreprises chinoises qui sont en position d'achat pour des sociétés de tech, enfin de technologie. Ça, c'est une certitude. Oui, ou alors dans la mode, oui, c'est vrai. La mode, aujourd'hui, a tendance à partir. À partir, non, parce qu'en fait, le savoir-faire, il reste français. Mais c'est vrai que il y a parfois des intérêts capitalistiques de la part d'entreprises asiatiques, oui, c'est sûr. Ce qui est valable également pour donc, les rachats de sociétés françaises par les étrangers, je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça que des PME françaises font de très belles acquisitions à l'étranger. Par exemple, le zoo de Thoiry, qui vient de s'offrir le zoo de Porto, au Portugal. D'accord. Il y en a de plus en plus aussi des Français qui commencent aujourd'hui. Enfin, il n'y en a pas de plus en plus, ça a toujours été. Ouais. Ça a toujours été, oui, bien sûr, absolument. Oui, oui. Avec des domaines bien particuliers, la mode, alimentaire. Non, enfin, c'est tout secteur. La restauration. Dès lors qu'il y a encore une fois des complémentarités, alors qu'elles soient de métier ou géographiques, ça peut intéresser forcément un acquéreur, oui, bien sûr. Plutôt qu'une implantation dans un pays étranger à partir d'une feuille blanche, ce n'est pas forcément absurde d'acheter une entreprise bien implantée sur place. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai un peu d'argent devant moi, je veux faire une progression et puis donc par le rachat d'une entreprise extérieure. Vous me conseillez quoi? On va dire que je suis dans l'automobile. Allez, je vais vous simplifier la tâche. L'automobile. Je suis concessionnaire automobile aujourd'hui. Je sais que je vis des mauvais jours. Concessionnaire, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais effectivement, vous êtes dans le secteur de l'automobile. Je pense qu'il faut diversifier, les métiers, puisque l'automobile est en train de vivre quand même une mutation technologique très importante. Donc, il faut anticiper. De toute façon, quel que soit le secteur, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut avoir l'idée de ce que sera votre métier dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, puisque l'acquisition d'une entreprise est un investissement à long terme. Vous ne faites pas un aller-retour, vous ne spéculez pas. D'accord ? Ça n'existe pas, en tout cas, parmi les clients qui sont les nôtres. Donc, il faut inventer l'avenir. Et voir quelles sont les pépites de demain qui pourront vous apporter de la richesse. D'accord. Et si, par la même occasion, je veux donc faire une acquisition, je suis en bonne santé financière, mais pas avec des fonds si importants que ça, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui les organismes, banques ou autres, vont me prêter de l'argent? Alors, la banque, c'est pas forcément Enfin, je dis que c'est pas forcément, parce qu'ils sont toujours présents d'ailleurs dans un tour de table. Oui. Mais si vous manquez de fonds, autrement dit, si vous avez une structure de bilan qui n'est pas ultra solide et que vous avez un projet de croissance, il faut ouvrir votre capital à des fonds d'investissement dont c'est le métier. Et donc, qui, en échange d'une participation, vous apporteront le numéraire qui vous permettra d'atteindre votre objectif. D'accord. Je crois savoir que vous avez une autre corde à votre arc, c'est l'enseignement. Ah oui, oui. Alors, dites-moi tout, parce que c'est pareil, en fait, c'est compliqué en ce moment, ce métier-là. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc en fait, j'interviens à l'Université Paris-Dauphine en Master 1 et en Master 2, cette année encore. Et c'est vrai que pour les étudiants, c'est pas très confortable, puisqu'en fait, il y a à la fois des cours en présentiel, à la fois en distanciel, et il faut qu'on réinvente un peu notre pédagogie. Et l'exercice n'est pas forcément simple lorsque vous faites cours à un écran, derrière lequel il y a pas des étudiants connectés d'ailleurs. Oui, non, c'est pas facile. Et alors, certains étudiants le vivent très bien, d'autres le vivent un peu moins bien. Mais moi, j'ai la conviction que de toute façon, comme dans beaucoup de domaines, la situation dans le futur ne sera pas la même. Bien sûr. Et que donc l'enseignement sera de plus en plus à distance.
Ceci dit, il y a une question que beaucoup d'étudiants se posent aujourd'hui. Est-ce que les examens qu'on est en train de passer en ce moment seront dévalorisés par rapport aux autres? Je dis, que ce soit le bac ou des masters, est-ce que demain, un recruteur va dire « Ah non, mais vous l'avez eu en 2021, c'était pas la bonne année ». Oui, non, mais c'est vrai que bon, les conditions d'enseignement sont un peu différentes. Cela dit, les examens sont les mêmes. Alors, je ne veux pas parler du baccalauréat, mais je parle de ce que je connais le mieux. C'est en fait les examens universitaires. Et donc, ils se passent en présentiel, en respectant bien sûr les règles sanitaires. Mais là, a priori, il n'y a pas de souci. Et je ne vois pas pourquoi le diplôme serait dévalorisé. Hein. En plus, quand on demande aux étudiants de remettre un rapport ou un mémoire, eh bien, voilà, que ce soit distanciel ou pas, c'est la même chose. Hein. Donc le travail, il est fait à la maison. Hein. Alors, ces étudiants qui passent des heures un peu compliquées aujourd'hui, il faut le dire, que ce soit au niveau scolarité. Social. Oui, c'est social surtout, plus que pédagogique. Oui, parce qu'ils ont du mal, déjà à être tout seuls. C'est vrai. Alors après, évidemment, on peut les accuser de se retrouver dans Paris à faire la fête de temps en temps. C'est vrai aussi. Bon, il faudra mettre les masques la prochaine fois. Hein. C'est vrai Mais par contre, ils vont être là demain sur le marché du travail. Oui. Et des sociétés comme la vôtre et les sociétés que vous emmenez sur le rachat ou la vente vont en avoir besoin aujourd'hui. Il y a un conseil particulier à leur donner aujourd'hui. Il faut qu'ils se mettent en avant sur quel point, quel serait aujourd'hui, vous, en tant que professeur, le conseil vraiment primordial. D'abord, alors moi j'ai une population qui est un peu atypique. Hein. Les étudiants de Dauphine ne représentent pas les étudiants de la France entière. Donc, c'est une université qui est assez sélective et les étudiants sont souvent de très très bonne qualité. Non, il y a le conseil que je peux donner, mais il n'est pas récent, c'est toujours le même depuis quelques années. C'est de croire que tout est possible. Et d'être convaincu que le monde est leur jardin, quoi. Autrement dit, il faut... Voilà. Mais les étudiants le savent, ils partent à New York, à Singapour. Moi, quand j'étais étudiant, je partais à Fontainebleau ou à Melun. Oui. Et aujourd'hui, les étudiants partent à Shanghai ou à Melbourne. Oui. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la fuite de nos têtes qui partent à l'étranger. Oh, j'en sais rien, non, je ne sais pas. Bon, vous savez, c'est vrai que certains étudiants trouvent leur bonheur à l'étranger. Bon, certains étudiants étrangers trouvent leur bonheur en France. Est-ce que la France aujourd'hui a encore les moyens de retenir nos jeunes? Je prenais par exemple un exemple qu'on vit au quotidien avec la société Pfizer aux États-Unis, donc avec les chercheurs. On s'est aperçu que beaucoup de chercheurs français avaient donc été partis aux États-Unis travailler. C'est vrai qu'on me dit c'est le pays de Curie et puis de Pasteur et on n'a pas trouvé de vaccin, nous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on leur donne les moyens? C'est là la question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est vrai qu'en Californie, il y a une communauté française qui est très importante. Londres est la 6e ville française. Voilà, je crois que c'est la population française à Londres est équivalente à la population de Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il y a des étudiants qui trouvent leur bonheur ou leur vie professionnelle qui s'expriment à l'étranger. Maintenant, le Brexit va contraindre certains établissements financiers à revenir en France. Donc il y aura probablement, peut-être, j'en sais rien, mais il y aura probablement un flux de ressortissants français de retour en France. Oui. Bon, c'est vrai, mais c'est pas nouveau. Hein. C'est vrai que la technologie est plus facilement finançable en Californie qu'en France, peut-être. Oui. Mais enfin bon, vous savez, en France, il y a de très belles sociétés de capital risque, il y a de très beaux établissements financiers, il y a de très beaux fonds d'investissement. Je ne pense pas qu'on ait de complexe à avoir. Et d'autant, pardonnez-moi de vous interrompre, et d'autant qu'il y a aujourd'hui une fiscalité qui est quand même beaucoup plus simple, quoi. Chez nous? Oui, absolument. Pourtant, on a l'impression de payer beaucoup d'impôts. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais quand vous voulez vendre votre entreprise, la fiscalité est beaucoup plus simple qu'elle le fut il y a quelques années encore. D'accord. On parle justement de vendre des entreprises. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait se positionner sur le marché de la vente, peut dire, vous arrivez au bon moment, là, en ce moment, c'est le moment de vendre. C'est toujours le moment de vendre, hein, parce qu'il y a toujours un acquéreur. Après, il faut savoir le trouver. Oui. Voilà. Moi, encore une fois, je ne constate pas de chute des prix. Alors, encore une fois, c'est au travers de mes observations. Hein. Une belle entreprise reste une belle entreprise et il y aura toujours quelqu'un pour imaginer
des synergies, des complémentarités ou de la création de richesse avec l'acquisition de cette société. C'est pas un souci. Dans le cursus donc, de votre activité, si on devait le décrire en plusieurs étapes, donc vous recevez votre client, Oui. qu'il soit vendeur ou acheteur, Oui. il vous présente son projet, Oui. et vous intervenez comment alors? Alors d'abord, je fais l'analyse. Alors l'analyse de l'entreprise, si elle est à la vente, également l'analyse d'entreprise, si elle est à l'achat, pour savoir si elle a les moyens de son ambition. Et puis ensuite, établir un cahier des charges. Le chef d'entreprise a forcément des idées sur l'acquéreur ou le cédant idéal. Moi, je vais enrichir sa réflexion avec ma propre expérience, avec mes propres connaissances. Et puis, j'ai des bases de données et j'ai des réseaux qui me permettent de compléter les idées du dirigeant. Il y a toujours un échange. Hein, on travaille ensemble. Vous savez qu'une opération de cession-acquisition prend du temps. Hein, il faut compter plusieurs mois, voire un an, entre le moment où le mandat est signé et le moment où l'opération est définitivement débouclée. Donc, c'est une période pendant laquelle on travaille vraiment main dans la main avec l'actionnaire, qu'il soit à l'achat ou à la vente. On établit un cahier des charges, lequel cahier des charges d'ailleurs peut évoluer au fur et à mesure de notre prospection, parce qu'on s'aperçoit que on n'a pas immédiatement trouvé la bonne cible, la bonne typologie de contrepartie. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'avoir appris toutes ces petites choses, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui autour de nous qui se pose des questions, à savoir si c'est le moment de vendre ou de ne pas vendre. Et moi, j'ai une question à vous poser, une dernière. Ouais. Êtes-vous d'accord pour qu'on fasse la diffusion de cette émission en intégralité ? Oui, je n'ai pas dit trop de bêtises. Oui, merci, très volontiers. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Pour moi également. Je vous remercie. Je voudrais également remercier Océane Dio qui a donc participé à notre maquillage. Et puis Cyril, à chaque fois j'écorche son nom, c'est Bartholomé qui est notre technicien régisseur en chef, qui me fait des grands coucous là-bas. Et à chaque fois, j'ai tendance à l'oublier un petit peu. C'est un peu dommage parce que c'est la pièce maîtresse de l'émission. Donc merci beaucoup Cyril. Merci à vous de nous écouter régulièrement sur la chaîne Mon Quotidien TV. Et à très bientôt. À bientôt.